C'est l'heure de notre focus. On part au Canada et on parle champs pétrolifères. Le pays possède de très riches gisements de sable bitumeux. Le sable bitumineux, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de pétrole brut, d'eau et d'argile. C'est une boue collante qui est certes facile d'accès car elle se trouve en faible profondeur, mais elle coûte très cher à purifier. Alors quand le cours du pétrole est très élevé, eh bien, ces exploitations sont rentables et on assiste à une véritable ruée vers l'or noir, notamment dans la province d'Alberta. Mais voilà, depuis plus d'un an, le cours du brut reste résolument bas. Bilan réduction d'effectifs, entreprises qui ferment, bulle immobilière qui éclate. C'est toute une économie qui est durablement frappée. Une crise donc qui est en train de marquer le Canada alors que le pays se rend aux urnes au mois d'octobre, donc ce mois-ci, pour des élections fédérales. Tout de suite, regardez ce reportage de nos correspondants. En se promenant aux côtés de Peter Derban ce matin, difficile d'imaginer qu'il y a un an encore ce camping affiché complet. Beaucoup de campeurs, plein de gens vivaient sur ce camping. À Fort McKay, c'est souvent sur ce type de terrain que les travailleurs s'entassent le temps d'un contrat ou pour quelques années. Mais avec la crise, ils ne sont plus nombreux à pouvoir s'acquitter des 835 € demandés chaque mois pour un emplacement. Vestige des années face, cette Mercedes achetée cash à l'époque. Aujourd'hui, Peter Derban survit difficilement grâce à sa petite entreprise de camionnage. Tout le monde a coupé dans les dépenses. Et vous savez, tout le monde a baissé ses prix. Pour survivre aujourd'hui, il faut être compétitif. Si auparavant on se ruait dans la région, c'est pour travailler ici, dans l'industrie des sables bitumineux. On extrait de ces sables un pétrole lourd, bien plus coûteux à produire que le pétrole conventionnel. Un pétrole qui représente 98% des réserves canadiennes et fait la fortune du pays depuis de nombreuses années. Mais avec la chute vertigineuse des prix du baril, sa production est beaucoup moins rentable. Les compagnies pétrolières arrêtent donc projet sur projet et licencient à tour de bras. 20 km plus au sud, Fort McMurray vit au rythme de l'industrie. Patrick Bois et sa femme débarquaient ici il y a 5 ans lorsque la ville était en plein boom. Embauché comme apprenti mécanicien avec un confortable salaire, le couple s'achète vite cette maison, 550 000 €, une aubaine, à une époque où le prix des loyers flambe. On était sûr que ça allait nous aider financièrement à nous mettre de l'avant. Mais c'est sûr présentement que, comme je dis ici, on est dans un marché qu'il y a beaucoup de maisons à vendre à Fort McMurray, puis c'est pas garanti qu'on pourrait vendre notre maison au prix qu'on l'a payé pour. Vendre et rentrer au pays, le couple y songe pourtant sérieusement depuis février et le licenciement de Patrick. Incapable de retrouver un emploi depuis malgré des recherches quotidiennes, les 3 000 € de mensualité pour la maison sont un véritable fardeau. Présentement, quelque chose viendrait, n'importe quoi, ce qui va aider à payer les bills, c'est sûr que non, je sauterai dessus. Un cas parmi tant d'autres. Aux portes d'Edmonton, Nisku est le plus grand parc industriel au Canada. L'an dernier, il suffisait encore de se présenter à l'entrée des usines pour y trouver un emploi. Emmanuel Lécuyer a monté son entreprise de fabrication de matériel de forage en 2003. Depuis le début de la crise, il a dû se séparer de 70% de ses employés. Chaque jour, il guette les prix du baril avec anxiété. Il faut que le prix reste entre 58 et 64 $ pour que ce soit confortable, pour que ce soit OK et que ça arrête le ralentissement d'ici octobre. Dans le cas où cela n'arrive pas, la situation va s'aggraver. Capitale économique de la province, Calgary abrite le siège de l'Association canadienne des producteurs pétroliers. Ses membres produisent 90% du pétrole canadien et leurs prévisions ne sont pas bonnes. Pour son vice-président, les investissements dans le secteur devraient chuter de 33 milliards € cette année. La situation à laquelle nous sommes confrontés signifie que désormais, il y aura beaucoup moins de projets neufs. Et quand bien même ces quelques nouveaux projets arriveraient à voir le jour, ils ne seront rien de plus que des extensions de projets industriels déjà en place. Une situation qui coûte cher à l'Alberta. En mars, son budget affiche un déficit de 3,7 milliards €. Immédiatement sanctionné lors d'élections anticipées, le gouvernement conservateur est alors remplacé par les néo-démocrates et à sa tête Rachel Notley. Un véritable séisme politique sur cette terre conservatrice depuis 44 ans, bastion du Premier ministre du Canada, Stephen Harper. Ça vient ajouter une grande dose d'incertitude sur les résultats électoraux de l'élection fédérale en octobre prochain. Parce que ça vient dire, oh, écoutez, oui, l'Alberta est peut-être une terre conservatrice, mais en même temps, il y a une possibilité pour les néo-démocrates en Alberta ou ailleurs au pays, de faire certaines percées. Entre-temps, la situation ne devrait pas s'améliorer, bien au contraire. L'industrie pétrolière parle désormais de la perte de 185 000 emplois au Canada.
en 2015. Et avec moi sur ce plateau, Thierry Brosse, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes analyste gaz à la Société Générale. C'est une crise qui, on vient de voir, est un coup dur évidemment porté à l'économie canadienne. Est-ce que le prix du baril, est-ce que c'est le seul responsable de cette crise, ce prix du baril ? Bien, tout d'abord, peut-être qu'on peut faire un tout petit peu d'histoire et revenir sur ce qui passait les 10 dernières années dans le gaz pour voir que ce n'est pas que le prix du baril. Et dans le gaz, qu'est-ce qui s'est passé ? On a une évolution de schiste avec des États-Unis qui sont devenus autosuffisants, bientôt net exportateurs de gaz, et donc ils n'ont plus besoin de ce gaz canadien pour leur mix énergétique. Et donc ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est le déclin de la production gazière canadienne. Et donc ce que l'on voit aujourd'hui, eh bien, c'est le pétrole de schiste cette fois-ci qui est en train d'avoir un impact pas que sur les prix, mais aussi sur la demande américaine. Et donc, effectivement, le Canada se retrouve aujourd'hui dans la position de moins en moins exporter de gaz vers les États-Unis et de moins en moins exporter de pétrole vers les États-Unis. Deux chiffres. Le Canada, c'était à peu près 45% d'exportation de pétrole vers les États-Unis et 36% d'exportation de gaz vers les États-Unis. Ces deux exportations risquent de se tarir dans les années à venir. Et donc, vous allez avoir une baisse des profits, comme vous le voyez sur votre reportage, mais aussi, comme vous le voyez sur votre reportage, une baisse des taxes et donc des revenus pour l'État. Est-ce qu'il existe une ou des solutions, à votre avis ? Alors, il existait une solution dans le gaz que les Canadiens n'ont pas suivie, qui était celle qui a été mise en place par les États-Unis, d'avoir des unités de liquéfaction pour exporter ce gaz plus loin, puisque votre voisin immédiat et n'ayant plus besoin, il faut exporter plus loin. En 10 ans, les Canadiens n'ont pas mis en place ces unités d'exportation de gaz naturel liquéfié, et donc ils n'ont pas la solution à ce problème-là aujourd'hui. Et donc on voit dans ce reportage que ce qui s'est produit pendant les dernières années était grave, mais que là, ça devient très grave pour l'économie canadienne, puisqu'ils se retrouvent sans clients proches et sans moyen d'exporter à des clients plus lointains. Oui, vous êtes assez pessimiste finalement sur la capacité du Canada à réattirer des sociétés de production. Oui, alors parce que pour les réattirer, il faudrait redevenir compétitif, et votre reportage le dit bien, c'est du pétrole lourd, donc c'est du pétrole plus coûteux à produire que les autres. Et puis aussi, il y a un autre élément, je pense que beaucoup d'analystes oublient, qui est que nous, on pense qu'on n'est non pas face à une seule révolution, qui est la révolution de l'offre, avec du pétrole et du gaz de schiste en abondance, mais avec une solution, on est aussi face à une révolution de la demande, avec une demande en baisse. Alors, on ne le voit pas aux États-Unis et au Canada, mais on le voit en Europe. La demande d'énergie primaire en Europe baisse depuis 10 ans. Et donc, si on imagine que cette tendance-là est une tendance de long terme, eh bien, effectivement, on va avoir besoin de moins d'énergie fossile. Moins d'énergie fossile, c'est grave et ça a des conséquences difficiles pour les gens qui vivent au Canada, comme votre reportage le montre, mais c'est aussi bien pour la planète, puisque à la veille de COP21, utiliser moins d'énergie fossile, produire moins de CO2, c'est plutôt un bon signal pour la planète. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau en direct pour commenter ce focus. C'est